Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'Olivier Sénillou pour la parution de son ouvrage Audace aux éditions Atlande. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Olivier Sénillou, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous, Alain, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, vous avez publié un ouvrage Audace chez Atlande Éditions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre et quel est le principal message de cet ouvrage? Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à écrire ce livre? Eh bien, dans un premier temps, rien du tout. Si vous voulez, j'ai fait un rêve. Donc, ça m'est parvenu directement sous la forme d'un de ces rêves dans lequel vous sentez une part de réalité plus importante qu'un simple rêve, si vous voulez. C'est très très entré dans les sensations, et donc je voyais mon amie Micheline, une amie voyante avec laquelle je travaillais à l'époque, qui tenait entre ses bras donc cet ouvrage. J'avais donc d'ores et déjà le titre qui m'était donné, et donc j'ai immédiatement parlé de ce rêve donc à mon ami en question, qui m'a dit écoute, tu vas l'écrire, c'est toi qui vas l'écrire. Et pour ma part, je lui ai dit non, c'est pas possible. Donc je relate ça en fait dans le premier chapitre du livre, enfin dans ma préface en l'occurrence. Et elle m'a dit non, c'est bien toi qui vas l'écrire, je t'assure que c'est toi qui vas l'écrire. À l'époque, moi je n'avais jamais fait de canalisation du tout. Et je me suis lancé là-dedans, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Alors auparavant, est-ce que vous aviez vécu des expériences particulières? Ah oui, tout à fait, depuis que je suis tout petit. Quel était votre parcours? Alors là, ça serait assez long à expliquer. Je vais essayer de faire court et concis. Allez-y, on a le temps. Je suis un sensitif et un empathe, c'est-à-dire que je ressens depuis vraiment très très jeune les émotions des autres très très fort. Et par là même, il y a un réflexe sympathique qui se produit généralement chez moi, c'est-à-dire que je suis comme une éponge, si vous voulez, je les absorbe et je les fais miennes. Donc il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre qu'en fait ça ne venait pas de moi. De temps en temps, j'avais également des perceptions télépathiques. Donc je vous laisse imaginer, quand on est petit et même quand on arrive à l'adolescence, expliquer ce genre de choses-là, c'est vous passez tout de suite un petit peu pour quelqu'un de bizarre. Donc à partir de là, en fait, je me suis aperçu que assez rapidement, vers l'adolescence, que ce que je vivais, en fait, les autres ne le vivaient pas, ou du moins pas de manière consciente, pas de la même manière. Donc à partir de là, je me suis aperçu que je faisais certaines choses sans m'en apercevoir dans un premier temps. Je me suis donc documenté par la lecture, tout naturellement. Je me suis intéressé à la parapsychologie et je me suis aperçu que certains des rêves que je faisais n'étaient pas des rêves, mais bel et bien des sorties hors du corps, qu'il m'arrivait d'entendre donc des esprits qui me parlaient ou d'avoir des véritables flashs comme des petits écrans de télévision qui s'allument en fait en face de vos yeux. Oui. Vous voyez toutes sortes de choses défiler devant vos yeux. Des images. Un grand nombre d'années avant de comprendre exactement ce que c'était toutes ces choses-là. Des images assez nettes? Ah oui, aussi clair que sur un écran de télévision. Ah oui, en effet, oui. Mais en plus petit, sans le son par contre, chez moi. Je dois pas être un sensoriel du son. Mais oui, je me suis retrouvé avec des visions où malheureusement j'ai toujours pas nécessairement réussi à comprendre. J'ai vu des visages, des choses, certaines parties de mes vies passées, mais la plupart sont restées obscures pour moi. D'accord. Ça a commencé comme ça, si vous voulez. Alors c'est quand vous fermez les yeux? Non. Ah non, même pas. Ah non, même pas. Non, absolument pas. Ça peut tout à fait apparaître à n'importe quel moment de la journée. Généralement, quand je suis au calme et que je suis seul, c'est ce qui arrive. Et là, c'est comme si vous aviez un petit encart, un petit écran de télévision. Ça vous empêche pas de voir, si vous voulez. C'est difficile à décrire. Et vous avez une scène que vous voyez. Une petite fenêtre, finalement. Voilà, c'est ça, une fenêtre, oui. Sur autre chose. Finalement, ça fait un peu comme les médiums qui finalement voient des entités, voient des scènes de vie qu'on leur fait voir. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Alors, vous faites bien de le souligner parce qu'on en a parlé récemment. Je pensais qu'on m'a collé l'étiquette de médium. D'après ce que l'on m'a dit, le médium est surtout quelqu'un qui a une certaine sensibilité au courant du futur.
Là, moi, je suis plutôt dans la perception de l'immédiateté. Je suis un sensitif. Hein. Donc, quand je pénètre dans un lieu, quand je touche un objet, quand je parle avec une personne, ou par l'échange d'un simple regard, par l'aura aussi, je ne fais pas trop dans le passé et dans le futur, en fait. Ouais. Oui, mais là, c'est la voyance. Vous parlez de la voyance. Finalement, parce que la médiumnité, elle s'exprime différemment chez les individus. C'est possible. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mettent un petit peu ce qu'ils veulent dans tous ces mots, donc je suis pas très calé en sémantique. Hein. Alors, quelle est la signification de ce titre Audace? Alors ça, c'est simplement dû au fait que j'ai suivi un petit protocole que je m'étais fixé quand j'ai commencé à canaliser. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et on m'avait mis en garde sur le fait que, ma foi, les médiums, les sensitifs, peut arriver qu'on se retrouve à canaliser des entités qui ne sont pas nécessairement de très très haute volée, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un groupe d'esprits qui m'a fait immédiatement comprendre qu'ils étaient de haute lumière par le sentiment et l'énergie que j'ai reçue dans les tripes. Chez moi, je le vis, comme je vous l'ai dit, de manière très empathique, donc c'est extrêmement physique. Hein. J'ai reçu une bouffée de joie, d'énergie absolument incommensurable, une sorte d'exaltation mystique. Si vous voulez, j'ai tout de suite compris que la communication allait être à la fois claire et sympathique, donc pas du tout le genre de transmission que vous pouvez avoir quand, par exemple, vous contactez un défunt qui serait un peu en colère, ce qui m'est arrivé, ou de ce genre de choses-là, où tout de suite c'est d'un niveau plus bas. Et donc, pourquoi Audace? Parce que je leur ai demandé leur nom, tout simplement. Oui, d'accord. Il fallait que j'en ai un pour pouvoir les rappeler. J'ai créé ma propre méthode. Alors, comment se passe une canalisation? Alors, eh bien, pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres, hein, pour d'autres persos, je ne sais pas trop. Pour ma part, eh bien, d'abord, je vais me mettre par engloutir un bon demi-litre d'eau. Ça peut paraître rigolo à dire comme ça, mais ça m'assèche. Donc, vu que je parle beaucoup, c'est quasiment comme de l'énergie pour moi. Il faut que je boive énormément. Une fois que je me suis bien rempli, effectivement, je vais me mettre dans un état de transe légère. Généralement, ma tête repose sur mes bras, mes yeux sont fermés pour la focalisation des pensées. Je respire bien à fond, j'appelle Audace et j'attends que ça vienne. Une fois atteint le niveau de transe, c'est-à-dire de tranquillité intérieure, hein, de paix d'esprit, généralement, j'ai immédiatement des sensations qui viennent. Alors, ça peut être des sensations émotionnelles, des images, comme des paroles. Alors, expliquons pour ceux qui ne sont pas très au courant ce qu'est un être de lumière, un guide, un ange. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois appellations? Alors, là aussi, excellente question. On repart dans de la sémantique. Moi, je vais vous avouer très sincèrement, plus je vieillis et moins je suis sûr d'avoir de certitude. D'une manière générale, on va dire que, pour faire simple, ce que j'ai perçu du monde et de ce que m'ont donné à en dire les esprits, notre univers serait un peu comme une espèce d'oignon. Il y a différentes pelures il y a différentes peaux, si vous voulez. Dans un espace donné, il y a des différentes fréquences vibratoires, et donc on va donner des noms à leurs habitants différents selon la fréquence dans laquelle ils habitent. Plus il y a de matière, plus la fréquence est lente, moins il y a de matière, plus il y a d'énergie, et donc plus la fréquence est élevée. Et donc ceux qu'on appelle généralement anges, êtres de lumière, esprits de haute lumière, de vibration, ce genre de choses-là, c'est qu'ils sont dans un état beaucoup plus énergétique que matériel. Dans des vibrations rapides par rapport aux nôtres. Voilà, c'est ça exactement, oui, c'est plus rapide, oui. Maintenant, je ne suis pas un technicien de ces choses-là, je laisse ça à d'autres, je m'intéresse plus aux messages en fait. Mais on a l'habitude ici. Alors, quelle est la fonction principale d'un être de lumière, d'un ange, ou appelons-le comme on veut? Je suppose qu'il y a une hiérarchie de toute façon. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est décrit dans le livre. Il m'a été donc dit qu'il y avait ce qu'on appelle une hiérarchie horizontale. Alors ça demande une explication. Oui, allez-y. Chez nous, le principe de hiérarchie est plutôt à la verticale, c'est-à-dire qu'on va avoir un chef, des subordonnés, jusqu'au plus bas niveau de l'échelle, un peu un système pyramidal en gros. Chez eux, c'est une hiérarchie horizontale, c'est-à-dire que ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait des groupes d'intérêts communs, en quelque sorte, des individus travaillant entre eux, certains sont seuls, d'autres travaillent en groupe. Chacun a une tâche bien donnée, en quelque sorte, et la cohésion lumineuse entre ces êtres est telle que sans pour autant nécessairement communiquer ou se donner des ordres, ils travaillent tous dans le même sens, et ils sont tous égaux. C'est ce qu'on dit souvent. C'est le principe de la hiérarchie horizontale.
tel que ça m'a été donné. Je peux pas vraiment dire ça autrement en fait. Il n'y a pas de supériorité finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a surtout un très très grand respect commun. Maintenant, on peut quand même parler d'une forme de supériorité verticale, mais là, je voudrais pas trop m'avancer, dans le sens où il y a certains groupes d'esprits ou certains esprits qui ont des fonctions bien spécifiques. Ils peuvent être perçus par nous, en tout cas, comme supérieurs. Comme par exemple ce qu'ils appellent les gardiens du seuil, qui sont des esprits qui travaillent en fait entre les fameuses pelures d'oignon, si vous voulez, entre les vibrations, qui laissent passer ou ne laissent pas passer certaines choses. Donc ils ont peut-être un rôle un peu plus prégnant, mais tout le monde travaille main dans la main dans le même objectif, visiblement. On devrait faire la même chose ici, en tout cas. Oui, ça serait mieux, oui. Mais malheureusement, on n'a pas atteint ce niveau de cohésion-là. Dommage. À la page 35 de votre livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Une raison pour cette réalité ». Quelle est la véritable raison de notre réalité, de nos incarnations? Est-ce que vous avez des messages en ce sens? Oui, c'est dans le livre. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris. C'est un chapitre que j'ai adoré parce que ça m'a vraiment énormément surpris. Alors, si je devais tout résumer en une seule phrase très très courte, c'est pour ça que c'est relativement surprenant. C'est Audace nous a précisé, ça l'a fait en fait, le groupe a beaucoup ri, on rit énormément avec Audace. Hein. Oui, bah, tant mieux. Hein. Ils ont énormément de sens de l'humour. Il nous disait, vous les hommes de la Terre, vous avez tendance à croire, dû au fait que pour vous il y a un début, il y a une fin, que à l'origine des choses, quelque chose a été prévu dans un but. Alors visiblement, le but de notre réalité sera quelque chose qui se réactualise à chaque instant. Ce qui est assez tourmenteur pour l'esprit humain, je dirais. Difficile à cerner, mais ils nous ont dit grosso modo qu'il y avait une raison originelle à l'univers tel qu'il existe à l'heure actuelle, mais que cette raison est depuis longtemps obsolète. C'est-à-dire qu'elle évolue en permanence. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est également développé dans le deuxième volume, que je viens de boucler là, sur la notion du mouvement. Donc là, on est vraiment dans de la pure métaphysique. Hein. C'est assez éloigné du quotidien, mais grosso modo, oui, il n'y a pas de choses écrites dans le marbre qui soient fixes. Il n'y a pas de stase, si vous voulez. Oui, mais c'est logique. Voilà. C'est la création permanente, finalement. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Et visiblement, on y a une part assez importante. L'image qui m'a été donnée, c'est une très très belle image. J'étais heureux de recevoir cette image-là. Là, on m'avait pas du tout envoyé un texte, on m'avait juste envoyé une image. C'était celle d'un grand arbre qui ressemblait un peu au frêne Yggdrasil des religions nordiques, si vous voyez. Donc on a cette espèce de tronc et toutes ces branches qui se séparent jusqu'à arriver à des bourgeons, en fait. Et nous, on est quelque part un peu les bourgeons du grand arbre. D'accord. Vous parlez de réincarnation dans votre ouvrage. La réincarnation a été étudiée en son temps par le docteur Ian Stevenson. Il a étudié de nombreux cas, a sélectionné quelques-uns qui pouvaient être expliqués que par la réincarnation, donc il apporte la preuve dans son livre. Est-ce que vous avez reçu des messages en canalisation concernant la réincarnation et l'objectif de la réincarnation? Alors, si vous le permettez, je vais me permettre une petite parenthèse avec ce sujet-là. Allez-y. Nous en avions déjà discuté lorsque vous m'aviez téléphoné la première fois, mais pour moi, ce qui a d'importance, c'est la différence qu'il y a entre la foi et le savoir. La foi implique de croire en quelque chose qui est une donnée qui nous a été donnée par quelqu'un d'autre, et il y a une part de doute. Le doute est une chose salvatrice, hein, c'est plutôt une bonne chose le doute, mais c'est parce qu'on n'a pas expérimenté que l'on croit. Le savoir, c'est quand on a expérimenté. Donc moi, je vous dirais que il y a les choses en lesquelles je peux croire, il y a les choses que je sais. Donc, étant donné que j'ai déjà eu quelques contacts directs, visuels, auditifs, des souvenirs véritablement de vie passée, je sais que la réincarnation existe. Donc, je ne peux être que d'accord avec ça. Là où, par contre, il est plus difficile de la définir, c'est est-ce qu'on la place dans un contexte de temps linéaire, c'est-à-dire les vies que nous avons eues passées et les vies qu'on va avoir, ou est-ce que tout ça se passe au même moment? Là, par contre, je pourrais dire que j'ai une foi en le fait que ça doit être linéaire, mais je peux pas vous dire, que je sais à ce niveau-là, vous voyez. C'est-à-dire que les expérimentateurs de NDE qui ont vu leur vie passée, comme Nicole Dron, elle expliquait que elle voyait aussi sa vie future, c'est-à-dire la vie qu'elle allait avoir après celle-ci. Oui, tout à fait, la Audace nous en parle également. Ça ne m'a pas été dit en termes directs, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je ne peux pas statuer sur le fait que ça soit linéaire ou dans le même temps. Mais oui, effectivement, alors il y a une autre explication qui est intéressante, qui est qu'en fait, on ne serait qu'un fragment. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui est effectivement incarnée dans ce corps à l'heure actuelle, mais que d'autres parties
Alors ça, Nicole en parlait justement, elle en parlait parce qu'on lui a dit ce que vous êtes en train de me dire, on lui a dit, mais c'est pas systématique, on lui dit que c'était pas systématique et que ça n'empêchait pas une vie future, de toute façon. Tout à fait, écoutez, là, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous parlais de foi et de savoir. Si je m'en tiens à mon savoir, j'ai pas de données là-dessus. Je pense que les deux peuvent être possibles. De toute manière, la nature du monde est plein de paradoxes à nos yeux. Donc les deux sont tout à fait possibles, les deux sont peut-être vrais en même temps en fait. Oui, puis on s'aperçoit que dans l'univers, dans la vie en général, tout est possible, il y a toutes les possibilités, c'est un champ de possibilités innombrables. C'est ça, oui, tout à fait, oui, là faut voir des travaux très très intéressants de la physique quantique qui peuvent très certainement donner toutes sortes d'informations là-dessus, oui. Olivier Sénillon marque une pause, on revient dans quelques instants, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Olivier Sénillou pour la parution de son ouvrage Audace aux éditions Atlande. À la page 83, vous avez consacré un chapitre au dépassement de soi. Nicole Dron, que nous recevons souvent à ce micro, qui a vécu une NDE, nous disait que de l'autre côté, elle comprenait le sens du mot « je suis ». Qu'est-ce que l'ego et comment retrouver qui sommes-nous vraiment ? Alors, là, c'est dans les constituantes de l'être. Oui, Audace en parle effectivement. Ce que je peux en dire, alors j'essaye de pas mélanger les données entre le premier et le deuxième livre qui n'est pas encore paru, parce que pour moi tout ça c'est un petit peu mélangé. C'est une information, ça fait corps. Notre ego est à l'image de ce qui nourrit notre âme, c'est-à-dire des expériences qu'on a vécues. Mais au-dessus de notre âme, qui est une espèce d'artefact, enfin en quelque sorte, c'est une construction, il y a l'esprit. Et l'esprit est la part la plus haute, la plus noble de nous-mêmes, qui aurait justement cette fameuse possibilité que j'évoquais tout à l'heure de se subdiviser. Et donc, par conséquent, notre ego appréhende notre vie au jour le jour dans une certaine linéarité du temps, mais notre esprit, il est au-delà de ça, lui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que les auditeurs auront compris. Ils ont l'habitude. Bien, d'accord. Alors, vous faites allusion, dans certains passages de votre livre, à une possibilité de multidimensionnalité. Il y aurait un nombre incalculable de mondes très différents les uns des autres. Qu'avez-vous appris sur ces différents mondes à travers vos canalisations ? Alors, à travers les canalisations, moins qu'à travers mes voyages astro. C'est-à-dire que le groupe Audace, si vous voulez, est un groupe d'intérêt commun qui a pour but de principalement, ils sont liés à l'élément feu, d'après ce qu'ils m'ont dit, qui ont pour but de détruire les anciens concepts, les anciens paradigmes, pour en amener un peu de nouveau dans notre esprit. Donc, leurs messages sont clairs, mais plutôt ciblés. Oui, effectivement, il y aurait de très grands nombres, innombrables, le nombre précis n'est pas donné, de dimensions ou de mondes, les fameuses pelures d'oignon dont je vous parlais tout à l'heure, qui coexisteraient en fin de compte dans un même espace. C'est vraiment juste une question de vibration. J'ai voyagé donc dans certaines d'entre elles. Je peux pas vraiment le décrire. Il y en a énormément probablement. J'en ai vu quelques-unes. Après, oui, on pourrait en parler longtemps. Je voudrais pas me perdre là, en fait. En fait, nous recevons souvent ici des personnes qui font le voyage astral, notamment Marc Auburn. Oui, que j'ai rencontré moi-même également. Oui, c'est une personne très intéressante. Oui, tout à fait. Nous avons fait une émission sur ce sujet. Vous-même, vous pratiquez la sortie astrale. Alors, comment ça se passe ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Marc dit souvent qu'il n'y a aucun problème à faire du voyage astral. Globalement, je suis d'accord avec lui. Par contre, physiquement, votre corps, il n'est pas obligatoirement d'accord. Ah bon ? Je fais partie de ceux qui a un corps qui craint la mort et qui, dès que j'essaye de sortir volontairement, mon corps se met à vraiment battre la chamade. Et ça m'oblige assez souvent à revenir. Donc, je suis toujours en train de travailler sur un protocole pour faire des sorties volontaires tout en ménageant mon corps, ce qui n'est pas évident. Avec Marc, j'en avais discuté. La méthode de l'intention fonctionne plutôt bien. Il y a la méthode de la phase également, si vous connaissez la phase. Oui. Alors, j'ai vu une vidéo sur la phase sur le net. Très intéressant. On l'avait mis d'ailleurs sur le site de la radio. Mais oui, ça donne une idée. Oui. Moi, dans un premier temps, j'ai surtout beaucoup voyagé au niveau terrestre, si vous voulez. Donc, mon plaisir à moi, c'est de voler.
d'aller dans les airs, de rejoindre les oiseaux, de redescendre sur Terre. Quelquefois, quand je suis un petit peu trop chargé en énergie éthérique, j'ai du mal à décoller, ce qui est assez rigolo aussi. Ouais. Et il m'est arrivé, donc justement, c'est pour ça qu'on peut parler de l'esprit à ce niveau-là, ça je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai été pris par la main par mon esprit supérieur, mon moi supérieur, qui est très silencieux d'ailleurs, qui ne parle pas, mais qui m'a guidé un peu comme un enfant dans certains endroits où je devais aller. Donc il y a une grosse différence, si vous voulez, entre les voyages où vous êtes libre et il y a les voyages où vous n'avez pas trop le choix, en fait. Moi, c'est comme ça que je les vis. Maintenant, il est vrai que c'est pas évident de sortir volontairement d'un claquement de doigts comme on veut. J'envie ceux qui y arrivent, je dirais. Alors, vous l'avez travaillé ou c'est venu tout seul? J'en fais depuis que je suis tout petit. Ah oui, d'accord. Donc je me souviens de choses que j'estimais être des rêves et qui, à contrario, ensuite se sont révélées, quand je m'en suis souvenu, être des sorties astrales à partir du moment où j'ai fait des sorties volontaires. J'ai bien vu que c'était les mêmes perceptions. Donc dès que j'ai été adolescent, j'ai beaucoup lu là-dessus de livres de parapsychologie. Je me rappelle d'un auteur en particulier, c'était Raymond Réan. Ah oui, qui travaille avec Pascal Lafargue, oui. Tout à fait. Sur Paris, il faisait des stages en parapsychologie. Il avait des groupes donc d'élèves qui sortaient hors du corps. J'ai essayé diverses méthodes. Ça ne fonctionnait pas la plupart du temps, comme je vous le disais, mon corps faisait obstacle. Et par la méthode de l'intention, on y arrive beaucoup mieux, donc c'est ce que souligne Marc Auberne, justement. Oui, alors justement, c'est quoi la méthode de l'intention? Alors, ça consiste à contourner le problème du corps si votre corps ne veut pas que vous sortiez. C'est tout bête, vous allez vous coucher, et vous parlez à vous-même intérieurement, d'une voix calme, posée. Il faut être très très décidé par contre. Et en termes simples, vous vous dites que lorsque vous allez vous mettre à rêver, vous allez vous réveiller au sein de votre rêve en quelque sorte, et vous allez sortir de votre corps. Vous en faites la demande positive. Vous faites appel à votre esprit, ni plus ni moins. Et vous pouvez recevoir de l'aide de la part d'esprit. D'après ce que Marc m'a dit, à l'heure actuelle, il y a un groupe d'esprits qui aide ceux qui désirent sortir du corps pour justement le faire plus aisément. Au Portugal? Alors je ne sais pas, il a parlé d'esprit, pas nécessairement de personnes incarnées, je n'ai pas plus de détails. Le fait est que quand j'en ai fait la demande la dernière fois, j'ai pu faire une sortie volontaire où je suis passé avant par une espèce de curieuse séance de massage. C'est-à-dire que j'étais en fait dans une espèce de rêve où il y avait quelqu'un qui était en train de me tapoter les jambes, si vous voulez. Et lorsque l'énergie s'est remise en place dans mes jambes, j'ai pu sortir. D'accord. Donc je crois qu'à un niveau ou un autre, si les gens ne sont pas conscients de leur sortie astrale quand ils les font, ou s'ils n'y arrivent pas à le faire volontairement, c'est que bien souvent il peut y avoir des blocages physiques ou émotionnels. Ce qui a été le cas chez moi en l'occurrence. Donc c'est très bien quand on y arrive très facilement. Je le redis, je suis envieux de ceux qui y arrivent vite. Alors, quand vous êtes sorti de votre corps, est-ce que vous avez pu voir votre corps allongé sur le lit où vous étiez? Oui. Ah oui, vous le voyez très facilement parce qu'en fait, vous avez une vision à 360 degrés. Donc, vous pouvez fermer les yeux. D'ailleurs, vous n'avez pas de paupières. Vous continuez à voir. C'est très troublant au départ. Donc, on est quand même dans un corps. On est quand même dans le corps astral. C'est ça. Et donc, quelle est la sensation je vous pose les mêmes questions que j'ai posées à Marc, aux autres, évidemment, mais enfin, bon, c'est pour l'émission. Est-ce que vous avez une sensation beaucoup plus intense que la sensation, là, en ce moment, quand on est dans un corps physique? Alors, ça, c'est pas facile à expliquer. Vous avez en même temps moins de sensations et plus de sensations. Alors, comment je vais arriver à expliquer quelque chose comme ça? Vous n'avez pas la sensation de votre corps n'est pas le corps physique, donc vous avez des sensations différentes, je dirais. Au niveau du corporel pur. Par contre, si par exemple vous cherchez à traverser un objet, chose qui est très aisée à faire, selon votre charge en énergie éthérique terrestre, vous allez peut-être sentir une résistance ou vous allez sentir comme vous essayez de traverser du sable par exemple. Alors que si au contraire vous êtes très vibrant, vous allez traverser ça comme si c'était de l'air. D'accord. Le corps émotionnel est prédominant quand vous êtes en sortie astrale. Vous avez vraiment de très fortes émotions. Malheureusement, c'est bien souvent ce qui vous pousse à agir ou à ne pas agir. Puis ça dépend des rencontres après. Suspense. Non, c'est très difficile à décrire. J'aurais beaucoup de mal à mettre des mots en fait. Faut le vivre là. C'est la différence encore une fois de plus entre ceux qui ont pu le pratiquer et ceux qui ne pratiquent pas. Mais rien que le plaisir de pouvoir décoller du sol, de pouvoir voler. Vous entendez aussi des bruits qu'on n'entend pas en état naturel dans votre corps. Physique, vous pouvez entendre des chants, des sons de cloche, un brouhaha. Vous pouvez entendre toutes sortes de choses qui n'ont pas d'origine. La lumière ne semble pas venir non plus d'un astre en soi. Vous pouvez aller dans des lieux qui sont naturellement lumineux, même si vous les voyez comme ténébreux. Il
Il y a tellement de diversité, je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus. Marc me disait que c'était lumineux, c'était beaucoup plus tangible que le monde physique. Oui, en fait, vous vous sentez plus vivant. Voilà ce que je dirais, oui, ça c'est parlant. Vous vous sentez plus vivant. Et quand vous revenez dans votre corps, vous avez vraiment l'impression de pénétrer dans une espèce de mélasse poussive et souffreteuse. C'est pas très agréable, en fait. Oui, tout le monde le dit, ça. Hein. Ah oui, non, mais vraiment, on a envie de rester en dehors du corps, en fait. Oui, c'est la liberté, finalement. Oui, complètement, oui. Puis, bon, maintenant, il faut respecter les besoins de son corps. À un moment donné, vous avez besoin de revenir. Oui. Puis, on doit être attiré, de toute façon, à un moment donné, instantanément, si on en rentre pas. Oui, alors ça, c'est pas agréable du tout. Personnellement, ça me fait l'impression je dirais, un bon coup de pied au cul, si vous voulez. Vous êtes propulsé et vous vous retrouvez dans votre corps, vous ouvrez presque instantanément les yeux, comme quand vous avez fait un très très mauvais rêve, vous voyez. Oui. Vous avez une impression de chute, et paf, vous êtes de nouveau dans votre corps. Ça, c'est que ça s'est mal passé, mais bon, ça vous reprenez vos esprits assez vite. Mais finalement, la nuit, on sort tous de notre corps. À un moment donné, il y a des scènes, il y a des rêves. Moi, par exemple, je fais des rêves, je mélange un peu mes rêves et la réalité ici. Je me dis, au fait, c'est un rêve ou c'est la réalité physique ici? Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans un voyage astral à ce moment-là? Si, oui, tout à fait, oui, exactement. D'ailleurs, Audace, on a fait un chapitre qui s'appelle Travail nocturne. Alors je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième. Malheureusement, ça doit être dans le deuxième. C'est pour ça que je me mélange un petit peu. Je sors de l'écriture du deuxième là. Oui, effectivement, oui, nous sortons tous la nuit en fait, en inconscient, totalement en inconscient. Et l'une des méthodes justement applicables avec l'intention, c'est que vous pouvez très bien, surtout au moment du sommeil paradoxal, déchirer votre bulle de rêve. Et là, c'est comme si vous étiez passé dans les coulisses du théâtre, en quelque sorte. Les coulisses, justement, Audace appelle ça les coulisses, entre autres. Vous rentrez dans un autre monde et en fait, vous quittez votre rêve. Et là, vous êtes en dehors de votre corps. Et vous avez rencontré des personnes décédées, des personnages de l'autre côté? Alors, pour ma part, non. Ce qui m'a surpris. Je pensais que j'allais, parce que j'ai pas mal de membres de ma famille qui sont de l'autre côté, en l'occurrence, mais j'ai pas du tout eu l'occasion de les voir. Je n'ai rencontré à chaque fois que des esprits qui ont travaillé avec moi, en fait, ou qui travaillent encore avec moi. D'accord. Pas nécessairement parler au passé, qui travaillent encore avec mon esprit, si vous voulez, qui sont véritablement des relations de travail. Et ce qui est très drôle, c'est un jour, moi j'ai rencontré, j'étais dans un rêve, mais j'ai rencontré, dans mon rêve, je le revois encore, j'ai des rêves qui sont aussi réels que ce que je vis là en ce moment. Et j'ai vu quelqu'un qui était assis sur un banc, et je lui dis, ah, tu es là toi? Et je le connaissais, à ce moment-là, je le connaissais. Et puis j'étais pas étonné de le voir, mais maintenant je sais pas qui c'est. Voilà. Donc, est-ce qu'on rencontre pas des personnes qu'on le connaît Si. Voilà. Et vous pouvez facilement faire la différence entre un rêve classique, je dirais un rêve commun, et une sortie astrale. C'est que, alors il y a trois choses qui sont assez marquantes à ce propos. La première, c'est que déjà vous avez le sentiment au réveil que ce rêve avait beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de sons, beaucoup plus de présence physique qu'un rêve classique. La deuxième, vous transportez beaucoup plus de souvenirs, c'est-à-dire que l'espèce de voile d'oubli du réveil qui fait que le matin vous vous réveillez, hop, vous oubliez quasiment dans la minute ce que vous avez rêvé. Là, ça va rester dans votre mémoire beaucoup plus longtemps. Et la troisième chose, c'est la familiarité, c'est-à-dire que, effectivement, comme vous le dites, si vous avez un fort sentiment de familiarité, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez eu l'occasion de discuter, et que vous sentez vraiment qu'il y avait une connexion, que vous ne jouiez pas les deux personnages et que l'autre était véritablement là, vous pouvez être sûr que c'était une sortie astrale. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et même les souvenirs sont indélébiles. Oui, ils peuvent perdurer très très longtemps. Bon après, je sais qu'il y en a quelques-uns que je finis par oublier quand même malgré tout, mais il y a une empreinte émotionnelle. En tant qu'empathe, je peux vous en parler. L'empreinte émotionnelle est forte. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand on a une empreinte émotionnelle forte, on s'en souvient plus facilement. Ce qu'on oublie, c'est ce qui n'a pas d'empreinte émotionnelle forte. Et je me souviens même avoir rêvé d'une maison. J'ai visité une maison et encore aujourd'hui, je la revois et je peux faire les plans. Ah bah oui, non, je suis pas étonné. Voilà, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Je me suis dit, c'est pas un simple rêve, ça, c'est pas possible. Mais non, c'est loin d'être un rêve. Mais Audace le dit dans son livre, si vous voulez, ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans un premier temps, c'est que il essaye de casser en fait cette espèce de notion quasiment révérencieuse qu'on peut avoir envers un esprit de haute lumière en disant oui, ils sont au-dessus de nous, ils ont le savoir infus, ils ont le savoir inné.
C'est développé aussi bien dans le premier que dans le deuxième. D'ailleurs, ils me disent oui, non, pas du tout. Vous savez, il y a aussi des choses qu'on ignore. On n'a pas les réponses à tout. On a juste un champ de vision plus large. D'accord. Et en fait, on travaille tous ensemble. Hein. On n'est pas différents d'eux du tout. On travaille main dans la main. Quand cette incarnation sera terminée, on changera de véhicule, hein, ni plus ni moins, et puis on ira travailler ailleurs. Hein. Exactement. Olivier Sénillon marque une pause. On revient dans quelques instants. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Olivier Sénillon pour la parution de son ouvrage Audace aux éditions Atlande. Alors, quels sont les messages qui vous délivrent à travers ces canalisations par rapport à ce qui se passe, par rapport à notre société chaotique ? Alors, il y a 2 messages, moi, qui m'ont marqué, qui paraîtront, je le crains malheureusement, d'une grande platitude à beaucoup de gens, mais sur lesquels on doit quand même insister. Les guides, donc le groupe Audace, nous signalent grosso modo que, en tant qu'être humain, on a une manière de dramatiser et de ne rien relativiser qui est assez énorme. On a un goût pour le drame, en fait. Ah, ça c'est vrai. On est quasiment ancré dans une forme de masochisme. c'est bizarre de le dire, mais ils sont assez francs avec moi. Hein. Ils leurs mots, ils me disent écoutez, vous manquez d'humour par moment, vous prenez beaucoup trop au sérieux et vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. On a une capacité assez énorme à ne pas voir les progrès qu'on a faits. Donc les premiers messages que j'ai eus, c'était écoutez, l'humanité a progressé. Il y a beaucoup de choses qui étaient, disons, des faits communs dans différentes cultures dans l'ancien temps qui étaient tout à fait acceptés comme tels. Le meurtre, le viol, les génocides, ça posait aucun problème. Maintenant, on a atteint un niveau de moralité. Et quand cette moralité qui est dans la tête passera à l'éthique, qui est dans le cœur, on aura encore fait un saut. Donc eux, ils voient plutôt notre progression que nos débuts poussifs, on pourrait dire. Ils nous placent un peu comme des enfants turbulents sur Terre. Hein. Il y a un côté paternaliste dans le message. Hein, tout le monde le dit. Hein. Mais c'est gentil, ça reste très bienveillant. Ils regrettent juste qu'on n'ait pas plus d'humour que ça. Il faudrait avoir plus d'humour. En gros, ils nous disent que le meilleur endroit où placer la bougie, c'est dans les ténèbres. Donc si on doit en rire, c'est dans les moments les plus graves en fait. Alors pourquoi on dramatise ? En même temps, c'est vrai que c'est quand même pas facile ici, ce que l'on vit. Hein. Alors là, il y a une raison qui m'a été donnée. Oui. On en revient au constituant de l'être. Il y a des formes de vie dans l'univers, parce qu'ils nous ont un petit peu parlé de ce que nous on appelle les extraterrestres, mais d'autres vies sur d'autres mondes, qui ne sont composées que d'un corps et d'un esprit. La particularité de l'homme, c'est qu'on a cette espèce d'artefact entre les deux qui s'appelle l'âme, qui est faite de tous nos expériences en quelque sorte. Et chacune de ces expériences, plus on vieillit, forme une espèce de fragment d'ego, un fragment de psyché en quelque sorte. Et la particularité de l'homme, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Il y a un côté un peu schizophrénique dans cette histoire. J'en ai fait un article sur mon site internet d'ailleurs. Et donc, pour pouvoir être vraiment heureux, pour pouvoir apprendre par autre chose que la souffrance ou la peur, il faudrait déjà un peu mettre toutes les parties de nous-mêmes d'accord. Et c'est pour ça que, à la fois, on a cette chose formidable qu'on appelle le libre arbitre, et qu'en même temps, on en souffre. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas le libre arbitre. Oui, ça m'a énormément étonné. Comment peut-on faire ? Comment peut-on vivre si on n'a pas le libre arbitre ? Il n'y a plus de liberté. Alors, c'est très compliqué à expliquer pour un homme, ça c'est sûr. Alors, je vais tenter de vous retransmettre ce qui m'a été donné là-dessus. Il y a un moment donné où, ça c'est toujours très rigolo également avec Audace, où ils font eux-mêmes les questions. C'est comme s'ils étaient face à un être humain qui leur dit écoutez, vous nous dites ça, c'est bien, mais c'est pas possible pour nous. Donc ils font ce genre de discours. C'est un petit trait d'humour au passage. Pour faire simple, ils ne sont pas une fourmilière pour autant. C'est-à-dire que il n'y a pas une espèce de dictateur ultime qui est au-dessus de leur tête pour leur dire tu vas faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. En tant qu'informaticien, je vous dirais, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de proxy, si vous voulez. Donc, le haut esprit de l'être parle directement au corps, et en quelque sorte, il n'y a pas cette espèce de dichotomie qu'il peut y avoir entre l'acte et l'acteur.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Je peux pas vraiment le décrire autrement, ça serait un peu trop compliqué après. Comment est-ce que je pourrais dire ça autrement? C'est comme si vous aviez une espèce de rapport harmonieux avec vous-même, si vous voulez. Oui. Que vous étiez tout le temps d'accord avec vous-même, qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir et que vous avez l'action juste. S'il y a l'action juste, vous vous posez pas de questions, vous faites. Oui. Voilà. D'accord. Oui, c'est évident. Ils vivent dans l'évidence permanente alors. En quelque sorte, oui. Encore là, je saurais pas dire dans l'absolu, je sais pas, mais c'est de l'ordre de ça, oui. Ouais. Que nous, on est toujours en train de chercher, en train de se poser des questions, en train de douter. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Quelle décision je vais prendre? Donc eux, non. Ils sont plutôt dans... Pas tous, attention, hein, il y en a d'autres comme nous aussi. Hein. Oui, je me doute. C'est juste une spécificité de la race humaine, mais elle est loin d'être unique. Hein. On n'est pas du tout exceptionnel. Il y en a plein d'autres des comme nous. Par contre, effectivement, on a cette espèce de chape de plomb qu'on doit transformer en quelque chose d'autre pour pouvoir atteindre un plus grand bonheur, quelque part, et vivre plus harmonieusement. Et à ce niveau-là, on ne serait encore que dans l'adolescence. Alors pourquoi nous venons ici dans une vie aussi compliquée alors qu'on pourrait peut-être faire autrement? Alors, ça ne m'a pas été dit clairement, mais visiblement, ce serait un choix de vie. Il y a des familles d'âmes, d'après ce que nous dit le groupe. Donc, quand je dis groupe, c'est Audace à chaque fois. Ouais. Et ces familles d'âmes travaillent ensemble sur des projets, on pourrait dire. Hein. Oui, c'est ça. On est toujours dans un principe de groupe d'intérêt commun. Ouais. Et il y a des opportunités dans certains mondes. Donc, dans ces mondes, on vous offre ces opportunités, alors que dans d'autres mondes, on vous les offre pas. Oui, c'est des possibilités, finalement. Voilà, ce sont des possibilités. Donc, si vous voulez cette possibilité, vous allez aller dans ces mondes-là. Visiblement, notre monde offre un certain nombre de possibilités, malheureusement, avec le collatéral qui va avec. Voilà pourquoi on est dans ce genre de corps, a priori, dans notre monde. Mais là, je ne suis pas vraiment dans le chapitre du savoir. Je ne fais que retransmettre le message. D'accord. Alors, quels sont les problèmes de la canalisation ? Alors, en canalisation, vous pouvez vous retrouver effectivement avec quelques difficultés. Je vais d'abord parler de ce qui a été fait avant de parler de ce que l'on peut faire. D'abord, dans ce qui a été fait, je pense qu'il y a 3 gros points négatifs qui malheureusement ont desservi ce noble art, je pourrais dire, qui sont l'angélisme, le sensationnalisme et le prédéterminisme. J'ai trouvé 3 mots en isme. Si vous écoutez bon nombre de canalisations, que vous lisez ce que les canaux font autres, vous remarquerez que dans un premier temps, on a un petit peu ce phénomène, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi personnellement, en tant qu'être humain, ça m'a posé quelques problèmes. Maintenant, l'on m'a rétorqué assez vite, et même le guide Audace, le groupe, m'a dit d'un autre côté, nous sommes des êtres de haute vibration qui vous aimons, comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Voilà, point final. Mais c'est vrai que ça pose quelques petits soucis à certaines personnes qui pensent que trop de miel tue le miel. C'est vrai. Et en tant qu'être humain, je suis un peu d'accord avec ça. Le sensationnalisme ensuite, le problème de la canalisation, c'est que ça a un côté qui peut être sensationnel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des changements de timbre de voix. Vous pouvez parler vraiment comme une autre personne, puisque c'est le cas, c'est pas vous qui vous exprimez. Et ça aussi, ça peut mal passer, mais on peut pas y faire grand-chose d'autre, malheureusement. C'est comme ça. Donc il faut que les auditeurs, les auditrices comprennent que ce n'est pas l'ego de la personne qui est aux commandes, et que ce n'est pas par goût de vouloir faire du sensationnel nécessairement. Bien sûr. Maintenant, il y en a qui en font. J'ai vu des shows à l'américaine, si vous... je citerai pas de personne. Mais dans les années 2000-2010, il y a eu des quelques canaux très connus américains qui ont fait des grands shows, des one-man shows. Du sensationnel, moi, ça me pose un problème. Je dirais éthiquement, ça me pose un problème. Nous aussi, ici, ça nous pose un problème. D'ailleurs, les auditeurs sont à la recherche de la vérité et pas du sensationnel. Voilà. Et pour terminer, je dirais, par rapport à la canalisation, là par contre c'est un véritable problème comparé aux 2 autres qui sont juste des caractéristiques pour moi, c'est le prédéterminisme. Si vous avez suivi, j'imagine, vous et vos auditeurs, toute l'histoire de 2012. Oui, absolument. Il y a beaucoup de canaux qui pensaient canaliser de la haute lumière et en fin de compte, les esprits leur ont dit, écoutez, il va se passer ça à cette date. Et devinez ce qui s'est passé à cette date? Rien. Oui, donc du coup, ça a fait que certaines personnes ont jeté le bébé avec l'eau du bain, ce qui est hélas très très préjudiciable pour la canalisation, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, qui n'ont pas versé dans ce genre de choses-là, qui font pas dans le sensationnel, qui font pas dans le prédéterminisme,
qui ne pense pas que c'est parce qu'on est un être de haute lumière qu'on est obligatoirement gentil. Je pense qu'il faut essayer de sortir un petit peu de ces 3 points négatifs que moi j'ai assez mal vécu, parce que j'ai eu des retours, hein, si vous voulez. Ouais. Et je comprends les gens quand ils me parlent de ça, mais je dis d'un autre côté, comment peut-on faire autrement? Donc voilà, je suis quelqu'un qui vit au présent, donc j'ai jamais cherché à essayer de savoir ce qui allait donner le futur, et d'une manière générale, l'audace ne m'y a pas enjoint. Ouais. Donc vous entendrez peu parler du futur avec des dates dans les livres, hein, en l'occurrence. On avait compris que 2012, c'était simplement un point de rupture, un changement de direction. Il a dû se passer quelque chose, mais si s'est passé quelque chose, c'était dans les hautes sphères à ce moment-là. Hein. Oui, voilà, non, mais c'était juste un changement. On voit bien que là, ça y est, on a changé de paradigme. C'est simplement un changement de paradigme, mais tous ceux qui ont annoncé des choses plus étranges les unes que les autres et plus catastrophiques. Oui, les fameuses soucoupes volantes qui étaient censées débarquer sur Terre pour venir nous chercher au nettoyage de la planète. Il y a dû y avoir quelques déçus, je pense. Oui, non, mais c'était tout et n'importe quoi. Puis alors, la date précise, hein. Non, c'était simplement un point de rupture. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Oui, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose malgré tout. Par contre, peut-on mettre une date précise? Certains même poussé jusqu'à donner une heure. On va dire 2012, point final. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'aurais même plutôt tendance à dire ce début du 21e siècle, sans chercher. Oui, ça vient progressivement, hein. C'est ça. C'est ça. On en voit peu à peu, en fait, les fruits. Oui, tout à fait. Est-ce que vous donnez des conférences? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez le projet de le faire? Pour l'instant, non. Ce n'est pas une possibilité que je me ferme. Non. J'ai quelques petits soucis à régler dans ma vie à l'heure actuelle, donc j'avoue que pour l'instant, c'est pas spécifiquement quelque chose qui est dans mes projets. Je préfère autant continuer ce travail de commande, parce que pour moi, c'est véritablement un travail de commande. Ouais. À la base, il m'est donc arrivé d'aider des gens en consultation, de faire ce genre de choses-là, mais ce rêve m'a amené à faire paraître ces livres. Une fois que les 3 livres seront parus, il n'est pas dit nécessairement que j'y revienne. Après, je ne sais pas, ça va dépendre de mon parcours. Je ne peux pas trop vous dire là pour l'instant. Alors, on peut vous retrouver sur Internet? Tout à fait. Vous avez un site? Oui, c'est le www.empathique.net. Donc empathique, E-M-P-A-T-H-I-Q-E. D'accord. Donc les livres que je fais paraître sont le message d'audace. Sur mon site, c'est plus mon parcours personnel, c'est-à-dire ce que je sais, mes expériences. D'accord. Et j'en profite pour donner quelques méthodes qui m'ont réussi et qui, s'ils peuvent réussir à d'autres personnes, ma foi, j'en serais heureux. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Alors, moi personnellement, non, mais par contre, je peux retransmettre le message d'audace, puisque je suis là pour ça, qui est que le chaos que nous vivons en ce moment, ça c'est un grand chapitre du 2e volume, hein, qui est un petit peu déjà abordé dans le premier. Le chaos, c'est le mouvement. Et le mouvement n'est pas quelque chose de mauvais en soi, puisqu'il amène toujours quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément insisté, on me l'a dit et répété, l'audace appuie beaucoup là-dessus, et que tout événement, toute suite d'événements sont forcément transitoires. Donc on est effectivement dans une période qui est difficile, mais c'est une période à la fois d'opportunité pour nous. On peut trouver le bonheur même dans les situations les plus difficiles. Donc là, je sais que c'est un peu facile à dire. Je ne suis pas un Syrien, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas un exilé. Je ne vis pas ce genre de choses-là. Mais là, c'est vraiment le message de l'esprit qui nous dit que l'homme, pour être un peu plus heureux, ne doit pas attendre le bonheur en venant de l'extérieur, mais au contraire d'apprendre à plus relativiser et de voir toutes ces choses comme des opportunités à saisir, plutôt que de se complaire dans le fait de se plaindre en permanence de la situation et de vivre sa vie en victime, en fin de compte. C'est vrai. Donc le message, ça serait ne vivez plus en victime, relativisez, apprenez à sourire, apprenez à rire, incarnez l'humour, incarnez la joie. C'est ce qu'il n'arrête pas de dire en fait à tous les niveaux, dans à peu près tous les chapitres. Pas de la même manière et selon la thématique, mais c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. Oui, mais finalement, l'âme est joyeuse, hein. Oui, mais c'est ça, exactement, complètement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont tentés par la canalisation, sur mon site, je redonnerai les détails précisément de ma méthode. D'accord. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne pas à l'enseignement, vous voyez, je ne fais pas de conférences, les enseignements, toutes ces choses-là, pour moi c'est un peu du passé. Je suis un expérienceur. En tant qu'expérienceur, je fais partager mon parcours. Après, les gens en font ce qu'ils en veulent. Je n'oblige personne à croire en quoi que ce soit. On a beau croire de toute
exactement. Et au final, donc, c'est pas un jeu d'opinion, si vous voulez. Ah ouais. J'enjoins les gens à expérimenter. Ça peut être un parcours de vie formidable que de faire ces expériences-là, et ça peut vous ouvrir des opportunités et un regard sur la vie qui est tout autre. Tout à fait. Il peut permettre de dépasser justement la souffrance et le chaos qu'on vit à l'heure actuelle. Merci Olivier Siniou d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous encore. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.